Nous allons maintenant débuter le troisième bloc de la journée, intitulé Accélérer l'élan du manufacturier innovant au Québec. J'aimerais inviter Monsieur Michel Leblanc et Monsieur Pierre Gabriel Côté à monter sur scène pour nous parler de leur récente mission commerciale en Allemagne. Merci. Pierre-Gabriel, je les écoutais, là, tous ceux qui sont passés juste avant nous, puis je me disais, c'est essentiel ce contact avec la réalité de nos entreprises d'ici, comment ça se passe. Moi, je suis très impressionné. L'univers de la patate, je ne le connais pas, c'est pas à ce point-là, mais ça m'a fabulousé. Ça nous donne un coup de jeune aussi quand on entend tout ça. Hein? Oui. Pourtant, on n'est pas si vieux que ça, Michel. Non, ben, en tout cas, moi, je me considère jeune encore. mais toi aussi, tu es jeune. Je voulais remercier les frères Proto, d'ailleurs, qui étaient avec nous en Allemagne, puis je me disais, là, les frères... On s'est fait un petit vidéo, je vais le partager avec vous. C'est un petit vidéo qui parle un peu de l'expérience qu'on a vécue en Allemagne et je vous le dis, c'était quelque chose. Manon, montre-nous ça. Le manufacturier 4.0, c'est de la digitalisation, c'est l'humain, la machine et le produit qui sont connectés, des données massives, des produits très personnalisés et ça se fait en temps réel. Il faut vraiment voir par soi-même pour constater comment Hannover Messe représente le futur de l'innovation. Un renversement complet, une expérience tout à fait inédite. Ça nous a permis de croire qu'on pouvait attaquer la planète. C'est une expérience que tout entrepreneur devrait vivre. On est vraiment dans l'automatisation à son meilleur. Il y a des gens du monde entier, plus de 200 000 participants. Le manufacturier 4.0, c'est ici et maintenant. Avec ce que j'ai vu au show d'Hannover Messe, ce que je dirais aux manufacturiers du Québec, c'est dépêchez-vous. La course a déjà commencé. Pour investir en technologie, en robotisation, en automatisation, parce que la planète est en train de le faire et la planète qui est ici aujourd'hui nous le démontre clairement. Industrie 4.0, c'est maintenant, il faut agir. Michel, je peux te dire une chose, c'est quand je suis revenu de là, j'étais perturbé. Oui, c'est ça que Louis disait. Hein? On a quand même vu quelque chose là-bas qui moi, m'a vraiment surpris. C'est les compagnies de logiciels qui sont présentes là-bas. Les compagnies de logiciels prennent le devant sur le manufacturier d'équipementiers. Les équipementiers suivent maintenant les avancées technologiques au niveau de la connectivité et sont en train maintenant de mettre un levier sur l'accélération au niveau des équipements. C'est comme la charrue avant les bœufs qu'on connaissait avant. Maintenant, c'est le numérique qui fait en sorte que l'équipementier se met à niveau pour les besoins de leurs clients. On pourrait dire que c'est la charrue sans les bœufs. Ouais. oui, c'est le cas. Écoutez, suite à ça, moi et Michel, on est revenus de là, mais c'était déjà dans nos intentions. Puis je vais faire une annonce ce matin qui, je pense, ne surprendra pas personne. Mais j'ai le plaisir d'annoncer qu'on va faire de Hannover Messe un rendez-vous annuel à partir de maintenant. Au même titre que l'industrie aéronautique se retrouve d'une façon biannuelle au Bourget ou à Farnborough, on va se retrouver là, le Québec, en mission, avec un effet de meute, pour aller présenter ce qu'on fait, mais surtout aussi aller chercher pour un échange qui fera en sorte que tout ce qu'on fait en manufacturier innovant va demeurer en pleine accélération. Et donc, restez à l'affût. Prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va mettre à l'avant l'organisation. Et on était tous les deux très fiers d'avoir un kiosque du Québec là-bas. Michel, tu te souviendras.
Il y a des gens qui ont découvert le Québec manufacturier là-bas. Et peut-être que ça va avoir un effet d'entraînement sur d'autres joueurs qui sont ailleurs au Canada, hein, Michel? D'abord, moi, je suis convaincu que le reste du Canada va se réveiller. Hein. C'est normal. Une fois que le Québec est réveillé, il se réveille. C'est ça. C'est une petite joke. Mais ce que j'allais vous dire, par contre, c'est important qu'on soit vite parce que, je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a 200 000 personnes qui vont à Hanover. Hanover, c'est à peu près comme Québec. Imaginez 200 000 personnes qui y vont. Les chambres d'hôtel sont pleines jusqu'à des kilomètres à la ronde. Donc, dans ton annonce, moi, je fais une sous-annonce qui est de dire « Dépêchez-vous d'y penser, de le planifier, puis de le signaler que vous voulez être là, parce qu'on va essayer d'être le plus nombreux possible, mais il va falloir l'organiser concrètement. » Quelqu'un qui parlait de l'importance de l'exécution tantôt, il faut l'exécuter. Et maintenant, j'ai le privilège aussi d'annoncer notre prochain présentateur. Pendant qu'on était là-bas, on a eu la chance quand même de côtoyer quelqu'un qui est un partenaire déjà au Québec, qui est la compagnie Siemens. Et il s'agit du vice-président principal Siemens Fabrication numérique, Industrie de la transformation et système d'entraînement. J'inviterai M. Mini à venir faire sa présentation, un partenaire important au Québec que je salue et que j'invite à monter immédiatement. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci Pierre et Michel. Oui, je voudrais bien inviter Claude Lemieux, qui est responsable pour les affaires Siemens industrielles, de se lever. Il y a beaucoup de spots ici, je ne peux pas. Claude Lemieux est responsable ici à Montréal. Et nous avons au Québec plus que 1000 employés dans plusieurs sites, aussi à Montréal. Et merci pour cette invitation de présenter et d'introduire le State of the Art de Industry 4.0. Je vais continuer en anglais, ça passe un peu plus vite à ce moment. OK. Now, on my next slide, here is the clicker. When I see that slide, I'm actually asking myself, should I still present this to this audience? After the presentations that I've seen of those companies who made already good steps to Industry 4.0, I don't need to explain anymore what the heck is Industry 4.0. But I still do for those very few here. Where does that come from? It's actually the fourth industrial revolution. We had already three behind us in the late 1700s with the introduction of steam power in the manufacturing process. Then the second one in the late 1800s with the division of labor through a conveyor system where people got specialized in one very task, and in this way you automate. The third one is a very important one, that is the introduction of programmable logic control, so software in the manufacturing process. And now we come to the fourth one. What is the driving force of Industry 4.0 is actually the introduction of digitalization, which is already changing our day-to-day life. The way we book vacations, the way you look up a telephone number. And that is also now getting introduced in the manufacturing industry at an accelerated pace. Now, transformations are not new. It's not that we are at the eve of something brand new. We had transformations already in our industry. With the division of labor and the introduction of conveyor systems, you saw all of a sudden at the early 1900s a parade that looked in 1900 full with carriages and horses turned in less than 14 years into a parade full with cars. So transformations is not something new. But with each transformation, you see a step change in productivity improvement. And you see with the introduction of steam, electricity, and automation, and that step change is actually increasing. Now, when I read reports from analysts, like McKinsey and so on, they notice since a couple of years, since a decade, that the productivity increase year over year using the same processes, introduction of lean concepts and so on,
you see that it's flattening out. Right now, productivity increase in the US and Canada using traditional manufacturing processes is 1% or less. 15 years ago, it was 3%. And that announces that we are at the eve of a transformation. You will see an enormous step change again now with Industry 4.0. Now, what is actually then changing? Well, the first thing is that the products we manufacture are becoming more intelligent. There is software embedded, there is electrical wires embedded, even weaved into fabrics, that allows products to communicate with each other, with the cloud, or with the machine that is in the process of manufacturing it. So that is, of course, a major change. The second one is everything is getting connected, wirelessly, wired, so IoT. The third one is the computing power has been accelerating at that high pace that now everything in a manufacturing process you are planning to do can be simulated. And why is simulation so important? What drives manufacturing is global pressures and the pressure to innovate faster. Now, innovation means you need people, bright people, to implement their new ideas, but they have to be able to make mistakes. There is no innovation without people making mistakes. But you have to create an environment where mistakes don't jeopardize the future of the company. In certain industries, it's brutal. In the electronics industry, aerospace industry, automotive industries, when mistakes happen on the shop floor, hundreds of people are deactivated. Assets are not being used. Shareholders watch and customers ask, what the heck is going on? So you cannot afford that anymore. And that's why innovation has to be ported in the virtual world, what is called the digital twin. The fourth important aspect is the introduction of cloud, also in the manufacturing industry, and I will talk about this later. Now, what you just said is nicely summarized in a video. It keeps us all a bit moving, so I will summarize that now in a quick video. So moving away from the technology, if you look at manufacturers and we ask manufacturers, what are the three most important things you worry about looking into the future? The first thing that comes up is they worry about, am I developing, am I designing a product that my customers will like? The second is, when they have a good idea, can I bring it to market fast enough so I'm number one or number two? Nobody else is stealing my tender.
And the third thing is, can I actually manufacture that product and make money with it? Because some areas in innovation, like in the electronics market, it's a race to the bottom and it's not easy to make money. So 3 important drivers that drive industry and the move and the necessity to make that transformation to Industry 4.0. Another very important topic is this doesn't happen at the expense of quality. Quality is a given, is a must. And the 5th one, and this has become very recently very important, security and safety. We introduce in products now software and data, and cybersecurity is not something to be taken for granted. Also in the industrial spaces, we in Siemens, we acquired about 6 years ago a very successful company called Ruggedcom, who is market leader in communication systems between utilities and substations. One of the most vulnerable elements in society in a country. It's the provision of its power. Because we are convinced having that technology is absolutely key and ensuring that our customers can securely digitalize and use data in their processes with their suppliers and with their customers. In that regard, you see also, and that is worrisome, different governments now applying new policies and limitations on businesses. Now, digitalization is a global phenomenon, and that's why actually Canada, with the G7 coming up, is taking the lead to ensure that the business can be the driver and of certification and making sure that the way how companies interact stays safe. Because it's a global business, if every government tries to create own limitations, then it becomes very difficult for businesses. Now, if you look at the whole cycle of a manufacturing process, you start with the product design. And where does Industry 4.0, where does the creation of what is called the digital enterprise come into play? Well, it starts as early as in the ideation stage, which is in the design of your products. And I show a couple of software packages which are being used both in the automotive industry, aerospace industry here. You see simulation, so behavior of products can be simulated early on in the design stage. The second one, and that is a big transformation, is that you also the way you manufacture products. And I saw a couple of companies showing a digital twin of the manufacturing process. And there is software for that. Siemens has this software, which is also quite being used here in Quebec. And that is that you simulate how production is supposed to run. Also the ergonomics, also the introduction of people into it. So in this way, you can anticipate what your cycle time is and when there are problems and what happens in the event something is going wrong. And the third thing is, and that is with the introduction of the computing power here and the cloud, is that also during the life cycle of products, you can now keep track of how your products are being used. Because these systems are becoming more intelligent, they pump data into the cloud, and apps can actually provide your customers or your suppliers with visibility on what is going on. So 3 nice examples here of what digitalization could mean, and it's each time software is the red line here. Now, if we come back to Quebec and we see what are the success factors and jurisdictions where Industry 4.0 is really thriving, it's an active cooperation between the stakeholders. Yeah, first of all, the manufacturers, large manufacturers, who can make that transformation on their own. But they are only as strong as the weakest link. And that is the network of partners, the network of sub-suppliers. They have to make the transformation as well, otherwise they won't be successful. So that's where also education and government comes in as 2 other important stakeholders. A nudge from the government at the right time helps, especially the small to mid-sized companies, make that transformation. And I must say, if you look in Canada, I was last weekend at a meeting, OG100, which is the top 100 manufacturers in Ontario. I actually used Quebec as an example of a best practice on how these 3
stakeholders come and interplay and accelerate the introduction of Industry 4.0. And I must say, over the last 2-3 years, I've been here a couple of times, and it's not just a flash in the pan. What I see from Premier Couillard, his driving force, and Madame Anglade, it's a continuum. And it's an increased momentum to see the increase of pace of the adoption of innovation here in Quebec. So where do you start? For those that are at the eve of this transformation, learn from each other. Yeah? Get skills, develop, train your people in Industry 4.0. Then, what is also important, the most important impact in your operation with the introduction of Industry 4.0 is actually how people work. It's the processes. And it creates, its tone from the top is required within an organization to make that happen. That people open up and say, look, yes, I'm going to do something different. There is something going to change in my organization. And then start small, and create momentum in the organization, and then learn from this example and expand it. So with that, I would like to wish you here manufacturers in Quebec all the best. I must say I've seen quite an acceleration. It's fun to work with you, and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Monsieur Mini. J'inviterai maintenant Mesdames Annie Pellerin et Nathalie Vallée, et Messieurs Claude Provost et Pierre Fortin, à s'avancer pour un panel animé par Madame Céline Huot. Merci à vous quatre de se prêter au jeu du difficile sujet de la main-d'œuvre. On l'a entendu quand même toute la matinée à quel point l'accès au talent est la première préoccupation dans la croissance des manufacturiers innovants et également comment on va chercher les talents. Alors, on a avec nous 2 entreprises manufacturières qui ont développé des programmes, même très spécifiques. Et on a aussi un professeur émérite en économie, une directrice d'un cégep. Alors, je pense qu'on est très, très bien équipés ce matin. Je vais commencer tout de suite avec le terrain, donc avec vous, Annie et Claude, à savoir comment vous avez développé des programmes innovants dans vos entreprises pour justement aller chercher une main-d'œuvre puis avoir même une collaboration, je dirais, avec les institutions d'enseignement. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les établissements scolaires. J'ai des ressources dédiées en ressources humaines qui visitent la plupart des institutions, autant au niveau très technique qu'au niveau universitaire. Puis, on a décidé de faire des alliances avec ces écoles-là, puis on fait beaucoup de cohortes où on travaille en alternance travail-études. Donc, les écoles ont vraiment été un partenaire très, très important. Puis aussi, des fois, vraiment, il y a des cas où les métiers spécialisés sont tellement propres à l'organisation que je ne peux pas juste être avec les écoles. Je dois développer des programmes complètement à l'interne. Mais en même temps, des fois, c'est un atout pour le recrutement parce que tu vends pas juste un emploi, tu vends une formation, fait que tu vends une carrière. Je pense que nous, on le tourne à notre avantage, puis je pense que ça marcherait bien. Puis on doit publiciser beaucoup ces métiers-là parce que si on ne les publicise pas, les gens n'iront pas s'inscrire aux écoles, puis ils n'iront pas non plus appliquer. Okay. Vous, Claude, à Canam, est-ce que c'est la même chose? Vous développez des partenariats avec les établissements d'enseignement? Oui. Bien, nous, on est à peu près 1000 employés au Québec et on est là depuis 50 ans. On est en Chaudière-Appalaches, ce qui veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de chômage est élevé, plein emploi depuis 10 ans. Ça fait que la misère, on n'est pas habitué, là, mais on connaît ça un peu. Et
on a essayé, on fait plusieurs actions, mais j'aimerais mettre l'accent sur peut-être une qui peut-être peut inspirer l'auditoire, c'est le programme Dual. Dual étant, là, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais peut-être qu'un jour les Allemands parleront de nous, mais en Allemagne, en Europe, ça se voit beaucoup, c'est un rapprochement très, très intime entre le milieu du travail et les écoles, les formations professionnelles. Alors, nous, ça fait depuis maintenant 4 ans, c'est notre 4e cohorte qui s'en vient. On a commencé ça, on a un projet pilote qui a commencé là il y a 4 ans, où on a commencé ce flirt-là, et l'objectif, c'est que les entreprises soient très, très, très impliquées au recrutement des étudiants, avant même le début de la formation, avec une alternance travail et en milieu scolaire de 50-50. Alors, il y a beaucoup de bénéfices qu'on peut tous comprendre, là, mais le principal, c'est celui de l'intimité. L'établissement s'approche du besoin du milieu du travail et vice-versa, et ça a beaucoup de valeur et beaucoup de potentiel pour le futur. Comment on travaille cette collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises? Parce que vous dites que c'est dès le début, vous travaillez depuis plusieurs années, vous travaillez avec des entreprises aussi. Comment on développe ces liens-là? Est-ce que vous avez appelé votre collège la première fois pour développer même un programme directement? Comment vous avez établi ce lien-là? Pour commencer les programmes? Oui. Oui, la plupart du temps, c'est venu de nous. Puis on a contacté les écoles avec lesquelles on était le plus près. Puis on le fait aussi aux États-Unis. On a des unes aux États-Unis puis au Canada. On le fait aux 2 places. Fait qu'on est très proche des écoles, puis on travaille en collaboration vraiment toujours avec les écoles. Puis c'est nous qui les approchons. Puis je dirais, un des avantages aussi qu'on a, je dirais, c'est de pouvoir choisir souvent nos étudiants avant qu'ils débutent le programme. Et ça, c'est vraiment un atout parce que tu fais comme une entrevue d'embauche. Tu choisis vraiment le candidat. Fait que vraiment, dès le début, c'est vraiment un avantage vraiment extraordinaire. Madame Vallée, comment on recrute les jeunes dans ces filières-là, et qui sont peut-être méconnus, ou des fois où les jeunes n'ont peut-être pas la bonne vision des opportunités, en fait, qui vont s'offrir à eux? Bien, en fait, les modes de recrutement sont, je dirais, modernes, parce que les jeunes vont sur les différentes plateformes. Alors, on essaie d'aller les chercher là où ils sont. Mais je dirais que le succès autour de ces formations-là repose aussi sur des partenariats avec l'industrie. Nous, la compagnie Siemens nous a approchés au Collège Annecy pour créer un partenariat avec eux, non seulement pour les apprentissages en milieu de travail, mais aussi pour éventuellement donner la formation en mécatronique, qui est cette discipline qui est actuelle ou en fait très importante pour les manufacturiers innovants. Alors, on a des enseignants qui vont partir en Allemagne, 4 enseignants qui vont partir en Allemagne aller chercher la certification en mécatronique, et on va pouvoir la dispenser au collège. Donc, c'est attractif, ça aussi, pour des étudiants, pour des jeunes qui veulent joindre des programmes de haute technologie, que de savoir que le collège ou l'université qu'ils vont rejoindre s'associe avec des entreprises importantes dans lesquelles ils vont pouvoir œuvrer après leur formation, que ce soit une formation de DEC, que ce soit une attestation d'études collégiales, et également des formations en entreprise qu'on peut offrir, que les collèges peuvent offrir. Donc, on voit vraiment un partenariat très étroit, effectivement, avec l'industrie. Oui, puis ça nous amène aussi à réfléchir les choses différemment. Alors, les apprentissages en milieu de travail sont un moyen de faciliter, en fait, de réduire la pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises, mais il y en a d'autres. Et au collège, on a proposé quelque chose cette semaine au ministère de l'Enseignement supérieur. On va voir quelle sera la réceptivité pour ce nouveau projet, mais on pense au Collège Annecy que la création d'un laboratoire vivant en 4.0 va pouvoir nous permettre de créer de meilleurs liens, de faciliter
ces travaux en collaboration avec l'industrie. Alors, pour nos programmes de génie électrique, informatique, génie industriel, donc toute la gamme des programmes, au fond, qui sert à former des techniciens qui vont travailler avec les manufacturiers innovants. Monsieur Fortin, vous avez un regard un petit peu plus en hauteur, je dirais, de l'économie en général, puis de la pénurie de main-d'œuvre. Moi, je suis plus 3.0. La raison, c'est que je suis vieux. Les enfants à la maison me disent « Mais non, Pat, t'es pas si vieux que ça. » Ce qui prouve que, premièrement, ils sont fins, mais deuxièmement, ils sont menteurs. Donc, ça fait une 50aine d'années que j'enseigne à l'université, mais en même temps, j'ai fait beaucoup d'interactions avec le secteur manufacturier. J'ai été administrateur, notamment à Camoplast, quand il était encore à Sherbrooke. Comme vous voyez, ça fait quand même pas mal longtemps, mais la volonté d'innovation était déjà là à ce moment-là. Il est important de comprendre, je crois, que une pénurie de main-d'œuvre, ça peut venir de deux sources. Ce n'est pas seulement la difficulté d'embaucher du nouveau personnel, mais c'est aussi parfois la difficulté qu'on a à retenir le personnel existant. Donc, il peut y avoir ces deux sources-là, et il est important de travailler pour fidéliser, sécuriser, valoriser les employés qu'on a. Et il y a plusieurs intervenants ce matin qui ont insisté beaucoup là-dessus, puis j'insisterai encore là-dessus. En 2007, j'ai fait un espèce de rapport avec un groupe de travail pour Mme Jérôme Forgette, qui était la ministre des Finances puis du Conseil du Trésor à l'époque. Et on a trouvé un sondage de IBM qui démontrait que la quasi-unanimité des dirigeants internationaux de très grandes entreprises disait les 2/3 du progrès de notre productivité, ça vient du plancher de l'usine ou du plancher du bureau. En d'autres mots, c'est les employés eux-mêmes qui amènent les idées. Donc, la première chose qu'il faut faire, que ce soit 4.0, 3.0 ou 7.8, je ne sais plus, là, c'est vraiment d'écouter nos employés. S'il y a une chose sur laquelle j'insisterai le plus, c'est ça. Pour le reste, on peut très bien, on sait qu'il faut investir, il faut se grouiller, il faut imiter, il faut aller voir ailleurs, etc. Mais c'est là-dessus que j'insisterai d'abord. Puis j'aimais beaucoup ce que vous parliez, Mme Perrin, d'offrir une carrière donc, aux jeunes, donc pas seulement un emploi, mais vraiment un cheminement. Dans les modèles, parce qu'il y a le modèle dual que vous implantez avec Siemens, vous aussi, on entend souvent dire que c'est difficile parfois pour une entreprise ou une PME d'accueillir des stagiaires parce que ça demande un certain encadrement, ça demande un certain changement. Est-ce que vous avez senti ça dans vos entreprises et comment vous avez amené vos employés à peut-être changer ou s'adapter pour accueillir ces jeunes-là puis les former pendant des longues périodes? Je pense que c'est sur plusieurs mois, ces formations. Moi, je ne peux pas dire que j'ai un témoignage très, très constructif. Là, je veux dire, ça s'est relativement... Ça se fait tout seul? Oui, ça s'est relativement bien fait. Une fois qu'on a fait un cycle, je ne dirais pas que ça dérange, mais ça surprend un petit peu au début, mais c'est vraiment, dans la liste des défis, là, c'est vraiment pas le plus Ça tombe très bas. Donc, c'est plus un préjugé qu'on pourrait avoir que ça va prendre du temps ou autre. Oui, finalement, ça se fait assez tout seul. Ça n'en prend, mais on n'a pas le choix en ce moment d'en prendre parce qu'on ne passera pas à travers si on ne va pas les chercher tout de suite en sortant de l'école ou quand ils sont encore à l'école. OK. On a parlé un petit peu là, de valorisation de carrière. Donc, vous dites le nom des entreprises est là, de savoir que les collèges travaillent avec l'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour amener plus de jeunes dans ces filières-là? Est-ce qu'ils connaissent bien les opportunités de carrière? Bien, comme l'a dit un interlocuteur tout à l'heure, la plateforme d'aujourd'hui est un bon moyen. J'espère qu'on va diffuser ce qui s'est passé aujourd'hui dans les médias.
Il faut, moi je pense, créer de plus en plus de partenariats entre les écoles et les compagnies manufacturières. On en a des exemples ici, il y en a d'autres. Je rêve du jour où, à nos portes ouvertes, avec les enseignants qui présentent les programmes d'études, il y aura aussi des partenaires de l'industrie qui viendront parler de leurs expériences de façon concrète. Ça se passe dans certains programmes. Bon, c'est pas tous les ans qu'on peut avoir le plaisir de voir nous accompagner dans ce recrutement des entreprises, mais ça, c'est quelque chose... Les jeunes ont besoin de concret. Ils veulent savoir ce qu'ils vont faire plus tard, combien de temps ça va leur prendre, est-ce que ça va aller vite, et puis est-ce qu'ils vont être bien. Donc, moi, je pense que plus on va collaborer, les entreprises et le milieu de l'éducation, plus on va avoir de succès. Vous parlez moi, ce qui m'a le plus impressionné dans les présentations qu'on a eues, c'est ce que je pourrais appeler l'ADN d'APN. C'est-à-dire les deux qui sont venus présenter, le monsieur plus, je dirais pas vieux, mais plus mature. Expérimenté. J'espère que tout le monde va s'en rappeler, là. Monsieur plus jeune, c'est l'interaction entre les plus vieux et les plus jeunes. Parce que quand les jeunes vont voir, par exemple, dans une école où il y a une visite, ils vont voir des gens arriver, c'est important qu'ils comprennent que quand ils vont rentrer dans une entreprise, ils ne se feront pas taper sur la tête essentiellement par quelqu'un qui va être plus vieux. J'en profite tout simplement pour sauter la clôture puis ajouter qu'il est fondamental, si on veut regarder plus loin que notre nez puis résoudre plus que les problèmes immédiats de pénurie de main-d'œuvre, mais regarder à long terme. J'ai calculé, c'est une simple règle de 3. Moi, je suis un mathématicien patenté, mais ma mère, quand j'ai eu ma maîtrise, me dit « Mon Pierrot, tu as beau faire des hautes mathématiques, n'oublie pas ta règle de 3. » Alors, j'ai appliqué ma règle de 3, j'ai regardé si on avait le taux d'activité sur le marché du travail que les Japonais ont. Pourquoi les Japonais? Parce que c'est eux autres la société la plus vieillissante au monde. Les gens entre 55 et 75 ans au Japon, si on avait le même taux d'activité que ces gens-là, il y aurait 260 000 travailleurs de plus au Québec. Et parce que nous, notre taux d'activité dans ces âges-là, présentement, est beaucoup plus bas. Donc, il est fondamental qu'on se grouille le derrière pour s'assurer, non seulement avec des mesures gouvernementales, mais aussi dans chacune de nos entreprises, comment on fait pour motiver nos employés d'expérience, nos employés plus vieux, à y rester et à aider à mentorer nos plus jeunes qui à transférer les connaissances, notamment via ces programmes-là. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je m'excuse, on doit à un moment donné s'arrêter, même si j'aurais effectivement continué cette conversation-là très longtemps. Mais merci beaucoup pour vos témoignages et on souhaite beaucoup de succès au programme que vous avez présenté. On souhaite que le ministère y voit la même opportunité que nous, les entreprises, y voyons. Alors, merci à ces 4 panélistes. Merci, mesdames, messieurs. J'invite maintenant Monsieur Étienne Brassard à monter sur scène. Bonjour. Le 21 septembre dernier était la date d'entrée en vigueur de l'AECG, l'accord de libre-échange signé entre le Canada et l'Union européenne. À ce moment, j'étais en sol européen pour discuter avec les dirigeants d'entreprises manufacturières et les intervenants du milieu des opportunités que ce nouvel accord de libre-échange pourrait créer pour ces joueurs de l'industrie. J'avais eu la chance de longuement parler avec mon collègue chez Lavery, M. Pierre-Marc Johnson, qui a eu le bénéfice de négocier cet accord pendant près de 8 ans. Forcément, certaines stratégies peuvent potentiellement être réfléchies et mises en place. Malheureusement, rendu sur place, à mon plus grand désarroi, les questions qui m'ont été adressées concernaient principalement la réglementation des OGM au Canada
l'utilisation d'hormones dans la production bovine, ce qui n'est clairement pas ma spécialité. Je vous dirais que ma plus grande déception, c'est de voir que ces questions qui sont tout à fait légitimes de sécurité alimentaire et qui sont soulevées dans à peu près toutes les négociations d'accords de libre-échange ont pris une part importante de la place publique. Or, ce que moi je trouve particulièrement intéressant dans ces accords, c'est justement les opportunités pour les entrepreneurs, les entreprises, notamment dans le domaine manufacturier, qui peuvent voir leur marché évoluer et changer drastiquement. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est justement de mettre l'emphase sur ces opportunités et comment, dans le contexte géopolitique actuel, vous pouvez profiter de ces avantages. Mon nom est Étienne Brassard, je suis associé chez Lavery en droit des affaires et j'assiste régulièrement des manufacturiers exportateurs dans leur stratégie de globalisation et d'attaque des marchés étrangers. Le contexte actuel n'a jamais été aussi bon. Pour le Canada, actuellement, nous faisons partie du seul pays du G7 qui a signé des accords sur l'axe nord-sud avec les États-Unis, sur l'axe est-ouest avec l'Europe et avec l'Asie-Pacifique. Une entreprise qui comprend les accords de libre-échange, et c'est ce que je vais tenter de faire en 15 minutes aujourd'hui, devrait axer ses stratégies en conséquence et voir comment il peut avoir un avantage concurrentiel important par rapport aux manufacturiers européens et nord-américains. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, évidemment, tout le monde connaît l'ALENA. C'est un marché de 450 millions de consommateurs, près de 28 % du PIB mondial. Évidemment, tout le monde est au courant qu'à la frontière, au sud de la frontière, il y a actuellement des pressions un peu plus protectionnistes et que l'ALENA fait actuellement l'objet de renégociations. Il en demeure pas moins que les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Canada. Près de 75 % de nos exportations vont au sud de la frontière, environ 55 % de nos services, et 15 % des biens fabriqués aux États-Unis aboutissent au Canada. Les chaînes d'approvisionnement canadiennes et américaines sont grandement intégrées. Pour vous donner un exemple concret, un véhicule construit en Amérique du Nord peut passer en moyenne près de 11 fois la frontière. C'est dire à quel point l'établissement de tarifs pourrait rendre les entreprises nord-américaines peu concurrentielles par rapport à des fabricants asiatiques ou européens qui peuvent construire leurs véhicules à l'intérieur d'une union douanière. On verra l'aboutissement des négociations. Disons simplement que c'est une belle opportunité de voir les débouchés ailleurs. Depuis le 21 septembre dernier, le CETA, comme disent nos amis français, ou l'AECG. L'AECG, c'est un nouveau marché de 500 millions de consommateurs. 20 % du PIB est dorénavant mondial est dorénavant accessible à nos entreprises canadiennes. L'AECG, c'est l'abolition de 99 % des tarifs non alimentaires, ce qui donne une grande liberté de mobilité des biens fabriqués au Canada. Vous avez également l'accès à des marchés publics importants, on va y revenir. Vous avez également un accord qui tente de faire tomber les obstacles techniques, par exemple les normes, et vous avez surtout un accord très moderne par lequel des comités sont mis en place pour s'assurer de l'évolution et de la mise en place des politiques en la matière. Comme si ce n'était pas suffisant, vous avez le PTP-GP qui vient en fait d'être signé le 8 mars dernier et qui, on l'espère, entrera en vigueur quelque part printemps 2019, lorsque 6 des 11 pays auront ratifié cet accord. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui fait en sorte qu'au Canada, un bien produit qui respecte les règles d'origine canadienne pourra, peut-être dès l'année prochaine, pouvoir voyager à travers 60 % du PIB mondial, une population d'à peu près 1,5 milliard de consommateurs libres de droit. C'est assez unique, on ne le dit pas assez, il faut en profiter et établir nos stratégies en conséquence. Évidemment, puis je ne m'y attendrai pas, le Canada a d'autres accords bilatéraux avec certains pays que vous voyez derrière moi. Personnellement, lorsque je me pose une question dans un domaine industriel en particulier, j'utilise certaines ressources comme le site InfoTarif Canada qui va vous donner accès dans une industrie ou un bien particulier
pour une juridiction en particulier, les tarifs applicables ou les accords de libre-échange qui sont applicables. En quoi consiste un accord de libre-échange? C'est très simple. C'est environ 500 pages dans lesquelles on libéralise à peu près tous les domaines en passant par la tarification douanière. On essaie de libéraliser les services et la mobilité des personnes pour favoriser les séjours à l'étranger. On ouvre généralement les marchés publics. Et parfois, dans les accords de nouvelle génération comme la ECG, on crée des dispositions sur la protection des investissements en matière environnementale, développement durable, propriété intellectuelle, et commerce électronique, etc. Une fois qu'on a libéralisé pendant 500 pages, ben c'est simple, on fait 1000 pages d'exception. Ce qui est intéressant et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en matière innovante, les accords de libre-échange ouvrent le marché et après ça, créent une liste spécifique d'exceptions. Si vous n'êtes pas dans une exception spécifique, le marché est libre. Je simplifie, mais c'est ça. Ce qui veut dire que si vous créez un bien qui n'existe pas aujourd'hui, les chances sont à parier que vous n'êtes pas dans la liste d'exception. Ce qui veut dire qu'à terme, vous avez tout intérêt à innover si vous souhaitez tomber justement dans les catégories libéralisées. Pour vous montrer quelques exemples de tarifs, probablement que vous les connaissez déjà si vous êtes dans une des industries concernées, mais avant le mois de septembre cette année, avant l'entrée en vigueur provisoire de la ECG, voici quelques tarifs qui s'appliquaient dans certaines industries. Vous n'êtes pas sans savoir que certains de ces tarifs, dans les industries très concurrentielles, peuvent faire une différence importante. Comment on tire profit de ces opportunités? La première chose, c'est que dans une chaîne d'approvisionnement globale, il faut comprendre l'avantage concurrentiel qu'on a. Un bien qui est produit au Canada peut voyager vers le sud, libre de douane, peut voyager vers l'Europe, libre de douane. On va reparler plus tard des règles d'origine qui peuvent complexifier un peu la dynamique. Mais grosso modo, un bien fait aux États-Unis n'a pas la même liberté de mouvement vers l'Europe et un bien fabriqué en Europe n'a pas la même liberté vers les États-Unis. S'implanter ici, c'est possiblement une stratégie gagnante en matière de tarifs douaniers. Ça peut aussi servir de tremplin vers d'autres juridictions. Si vous souhaitez conquérir des marchés étrangers avec lesquels le Canada n'a pas nécessairement d'accord de libre-échange, ça pourrait être une bonne stratégie de considérer d'établir un centre de recherche et développement, par exemple, en Europe, si c'est le marché de l'Afrique que vous souhaitez attaquer. Peut-être que vous devez aussi le considérer dans votre stratégie. L'ouverture des marchés mondiaux, en fait des marchés publics européens sont aussi, quant à moi, une opportunité à saisir. Pour les joueurs dans la salle qui appliquent généralement sur des appels d'offres, sachez qu'on vient d'ouvrir un marché de près de 2000 milliards d'euros annuellement en contrats publics auxquels les entreprises canadiennes pourront maintenant appliquer sans être discriminées de par leur nationalité canadienne. 2000 milliards, c'est considérable. La contrepartie, c'est d'avoir ouvert notre marché de 125 milliards à peu près de contrats publics canadiens. Donc, évidemment, à l'échelle locale, un peu plus de concurrence. À l'échelle européenne, certainement des opportunités. Une bonne pratique en la matière, quant à moi, et les joueurs qui ont un certain succès là-bas, vont généralement s'allier avec un joueur local. Les statistiques montrent en Europe que même l'attribution de contrats publics européens entre pays européens est assez faible. On parle de l'ordre d'à peu près 10 à 15 %. Ce qui veut dire que l'entreprise canadienne, il faut se dire la réalité, n'aura pas nécessairement beaucoup plus de chance. Par contre, s'allier avec un joueur local est probablement une bonne stratégie pour justement espérer percer ces marchés. Je vous ai parlé des règles d'origine. Les règles d'origine sont assez compliquées. Ça devrait aussi faire partie de votre réflexion et votre mise en place de stratégie. C'est certain que si vous êtes un manufacturier de boulons et que vous fondez un boulon ici, les chances sont qu'il soit canadien. C'est un peu moins simple si vous faites des pontons. Dans l'exemple que je vous donne, vous voyez la provenance de différents matériaux qui peuvent venir d'Europe, des États-Unis, du Canada, et l'assemblage en un produit fini, en l'espèce un ponton, peut amener des questions importantes. Évidemment, une stratégie intéressante, c'est d'avoir suffisamment d'intrants canadiens qui fait en sorte qu'un bien
est considéré comme canadien et pourrait bénéficier des accords de libre-échange tant nord-américains qu'européens. Donc, dans votre mise en place de stratégie, c'est aussi à considérer. On ne rentrera pas dans la complexité de ces considérations, mais ça devrait être sur votre écran radar. Les bonnes pratiques des clients qui réussissent à percer sur les marchés internationaux, évidemment, c'est de comprendre le marché qu'ils attaquent, possiblement s'y rendre et faire des études de marché. Mais c'est surtout de comprendre les obstacles, que ce soit des obstacles légaux, fiscaux, commerciaux, et même au niveau des normes. Je peux vous dire que j'ai eu un fabricant d'ampoules intelligentes européen qui s'est présenté à nos bureaux récemment. Il y avait certainement une des ampoules les plus intelligentes que j'ai vues, mais elle avait un gros problème. Elle ne fonctionnait pas aux 110 volts. Ça peut paraître bête, mais la personne a traversé l'Atlantique pour réaliser qu'elle n'avait pas les bons standards. Il faut identifier ces réseaux. Et une autre stratégie en la matière est souvent de s'allier avec des réseaux de distribution déjà existants. Ça peut réduire les coûts de façon importante. Et j'ai même mis en place récemment des ententes de partenariat entre compétiteurs qui souhaitaient partager certains coûts pour accéder à un nouveau marché. Donc, plutôt que d'essayer de construire à l'étranger à fort coût, il faut être innovant en la matière et réfléchir à différentes stratégies. Évidemment, bien s'entourer et ultimement bâtir un plan d'action stratégique en conséquence. Évidemment, les accords de libre-échange, c'est plus de concurrence dans nos marchés locaux. Mais c'est aussi des belles opportunités à saisir à l'étranger. Et le message que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est de parler un peu plus de ces opportunités et tenter de les saisir. Évidemment, en terminant, si vous avez des questions sur les quotas d'importation de fromage français, je suggère fortement à la Chambre de commerce d'organiser une grande dégustation auquel je serai présent avec grand plaisir et on pourra discuter de ces questions. Merci. Thank you, Mr. Brassard. To close the forum this morning, I would like to invite Mr. Marco Annunziata to join me on stage for his presentation. Bonjour, merci. C'est un grand plaisir d'être ici et d'avoir la chance d'écouter les témoignages des entreprises québécoises. Et je vais aussi continuer la présentation en anglais, ça va être beaucoup plus facile. Je m'appelle Marco Annunziata, I'm an economist, but for the last 7 years I've been the head of business innovation strategy at General Electric. So I've done a lot of work implementing these new innovations in large companies, but also working with our customers, small and medium companies, technology companies. So that has given me a fairly more applied perspective, which puts me in contrast with a lot of my colleagues in the economic profession. First point I want to make to you is we're talking about the Industrial Revolution, the fourth Industrial Revolution in manufacturing, but it's actually a lot bigger. It's part of a new technology revolution which brings in new technologies which are general purpose, like artificial intelligence and robotics, together with new processes which are especially powerful in manufacturing, like generative design, like additive manufacturing or 3D printing. And this is bringing disruption across all sectors of the economy, in healthcare, in energy, in manufacturing itself. It's important for you because this brings not only new technologies and new opportunities in your own manufacturing processes, but it's also creating change and therefore new opportunities and new challenges in everything around you, in some of the sectors that you cooperate with, some of the sectors where you have customers, and in your supply chain. Let me talk for a second about innovation and productivity. We've heard before that productivity growth has decelerated dramatically across the board, across all advanced economies. And what's interesting is that this has led a number of people to take a very pessimistic approach on the innovations we're discussing here today. You have a lot of people, especially in the economics profession, economics is the dismal science for a reason, who will tell you, well, you guys will tell us that these technologies are already here, so why are they not working? Why are we not seeing
any change in productivity. And they end up with the conclusion that these new technologies are actually not as powerful as the change from the horse to the car. And when I hear this perspective, it makes me laugh, because it's always our response to this. And I think even in the primitive, in the Stone Age, I think when the wheel was invented, you must have had people sitting around and thinking, no, this is not going to make any difference. The last great invention, the last great discovery was fire. Now, fire was transformational. The wheel is not going to make any difference. And I think today we are having exactly the same skeptical attitude, which is wrong for exactly the same reasons. Other people will tell you that the benefits of the digital innovation revolution are already here, but we're just not measuring them. And it's true that in the consumer space, some of the benefits we are getting from the digital revolution are not being measured in the official statistics of the economy, but that's second order. That is not the problem. The problem is that so far, we have not invested enough. New technologies are coming in. We have heard from some of the companies on stage today already that it takes a financial commitment to invest in the new technology. It takes time to implement them. And if you think of what we have seen over the last few years after the Great Recession in 2009, investment has been lagging behind. So investment has been relatively slow. And we need to make more progress to bring these technologies into the capital stock. Let me focus for a moment on the reasons why I am positive, because when I look at these technologies, I can see at the micro level the enormous power they have. Again, we've heard some examples already today in specific companies, but think of additive manufacturing or 3D printing, which is a process which transforms completely the way in which you can produce components, parts, entire products. It brings enormous speed, because all of a sudden you can build a prototype, test it, and then modify it simply by modifying the software in the 3D printing machine. And out comes a revised version of the product. So the cycle of prototyping, testing, and production becomes a lot faster. But you can also build products and parts which are completely different, based on new geometries, which were impossible to achieve with the traditional manufacturing processes. So you end up with components which are lighter and stronger than they were before. And they are simpler. One example that we've seen at General Electric in the production of jet engines, you had one component of a jet engine which previously was made out of 822 different parts which had to be put together. Now you bring it down to just 12 parts. It's a massive simplification which makes the component safer, more robust, easier to produce. To do this, you have to reimagine how you build the product. So once you bring these technologies, one of the obstacles is we are used to working with the old technologies, with the old frame of mind. And that's where technologies like generative design come in. In generative design, what you do is you really have a mind shift that allows you to fully leverage the power of artificial intelligence. Normally, what we do with a computer is we go to the computer with an idea. We already think we know what the solution to the problem is. And so we tell the computer program, we tell the artificial intelligence, this is the solution I want. Make it a little bit better. I want a chair. This is what a chair looks like in my mind. Make it a little bit lighter. And so the computer will punch a few holes here and there. But that's not transformational. With generative design, what you do is you go to the artificial intelligence and you say, I'm not going to give you the solution. I'm going to give you the problem and the goal. This is what I want to do. I want to have an object that can carry a certain amount of weight at a certain height from the floor with a backrest. See what you can do. And the artificial intelligence mimics the process of nature. It tests different possibilities and then gives you something which you would never have thought about by yourself. It gives you a new shape that does exactly what you need to be done, but in a completely different way. A more complicated example than a chair is a car, the one you see below. It's an example developed at Autodesk, where what they did was they built from scratch a race car, they equipped it with sensors, then they raced it. And the sensors picked up all the different physical forces and stresses that the car is subject to. And then they went to the artificial intelligence and said, well, give me a chassis that can withstand these forces.
and out comes a new design which is completely different. So it's the combination of these new technologies on the design side and on the manufacturing side that really gives you tremendous opportunities. But if you're a company, especially if you're a smaller company, what do? How do you get about implementing these technologies? And the first step is take some time to understand what exactly do you need? Because a lot of people come at you with words that they will tell you that artificial intelligence is the new magic power, that you can sprinkle everything and it will make everything better. The fact is you need to understand which technologies can really help you address the problems. And second, focus on how you can execute them, how you can implement them. And you have to take a holistic approach to this, because you will need to change your processes. You will need to change the way you manage the company to be able to make these technologies work for you. And this will take time. And this is why we've seen in one of the previous presentations that initially your productivity may dip. It may get down for a bit until you figure it out, and then it will spike up massively. And also think of your human capital and technology together. So don't just focus on the technology. I've seen it over and over again in companies where the idea is, let's try to figure out how I can use this magical technology to eliminate people, to automate, to make things better. That is stupid. The human capital is irreplaceable, and the best results you will achieve if you focus on how do you optimize together the technology and the human capital that you have. And the last thing is, try to remain flexible, both in terms of your resources and your mindset, because we are at the beginning of this revolution. So things are going to change fast, and you will need to adapt continuously and build partnerships. And this is a message that we received very well, even in GE, which is a gigantic company, is the realization that when technologies change so fast, you can't do it all by yourself, even if you're a giant company. So you really need to find the right partners and the right cooperations. I mentioned the importance of optimizing human capital. So just one light remark. You keep hearing that these new technologies will eliminate jobs all over the place. There's a famous paper from Oxford University in 2013, which does fantastic simulations and tells you that in North America, 47% of existing jobs will be wiped out. So I looked at the paper and I said, okay, it's interesting, good methodology. Then I went in the appendix, which lists all the jobs which will be eliminated. And right at the top, with a 98% probability of being automated tomorrow, is the job of a fashion model on a runway. Now, yes, I look at this, there is something wrong with these studies. We are forgetting something about the human being which is fundamental. Now, don't get me wrong, you should still push your daughters to become scientists, engineers, entrepreneurs like the ones we've seen on stage. But these studies that tell you that human jobs are going away, they're stupid. What you have to focus on is, again, as I said before, how do you bring it together? How do you find the right skills? How do you optimize the human capital and the technology together? The industry is going to be transformed completely. We're coming from an industry where the framework was in countries like Canada, the US, Europe, we build the technology, then we try to find some cheap labor in emerging markets. We got excited about China, about India because of the size of the market. We built our specialized complex supply chains, and we focused on scale. So it was very important to have a large company, a large plant that gave you economic efficiency. Today, we are shifting to a new world where everything becomes a lot more flexible. You will need to tap the right talent wherever you can find it, within Quebec, within Canada, elsewhere through connections. Everyone will chase smart labors and skills. So you need to find the right people, and you need to keep training them internally. Innovation is going to take place globally, no longer just in advanced economies. But an important message, and that's the last takeaway I would like you to have with you, is that the nature of scale changes completely. It's no longer at the level of the individual plant or the individual company. The scale that matters is at the level of the ecosystem and the network. In other words, the changes, the new technologies we have been discussing today can be an enormous advantage for small and medium enterprise. They create more flexibility, so they level the playing field.
they neutralize a lot of the advantages that large companies have had so far, and large companies are getting worried and are therefore more interested in cooperating with you. So let me stop here, and thank you very much for your attention. Mr. Annunziata, thank you very much for your truly inspiring and insightful presentation. Mesdames et messieurs, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et d'Investissement Québec, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce matin. Les personnes intéressées à venir avec la Chambre de commerce et Investissement Québec en Allemagne, à Hannover Messe, l'année prochaine, pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, on vous invite à laisser votre carte d'affaires ou à venir voir les gens qui sont à l'entrée. Il y a un kiosque Accélère de la Chambre de commerce, donc venez démontrer votre intérêt, on va prendre vos coordonnées, on ne manquera pas de vous recontacter au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je veux aussi remercier Zora d'avoir partagé avec moi la scène ce matin. Ça a été un honneur de travailler avec toi ce matin, tu as fait ça comme une championne. Et on va te réinviter quand tu veux, en fait. Au plaisir. À vous tous, je vous invite maintenant à passer à la salle adjacente pour le déjeuner causerie. Et donc, sans plus tarder, je vous souhaite bon appétit. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et au plaisir.